à tous et bienvenue à cette table ronde sur la Deep Tech. Et on va se questionner sur le fait que la Deep Tech soit vraiment très dynamique en Occitanie. Donc d'abord, je remercie la Mêlée de m'avoir confié cette table ronde. Donc je suis Élodie Duru, je dirige l'incubateur Incubator à Toulouse. Et pourquoi la Deep Tech, c'est vraiment un thème qui m'est cher, c'est qu'avant d'arriver dans l'accompagnement des startups, j'ai accompagné aussi les chercheurs dans leur aventure entrepreneuriale et dans le transfert de leur savoir vers les entreprises. Et donc souvent, ça a mené à intégrer de la Deep Tech ou à développer des startups Deep Tech. Donc aujourd'hui, pour justement parler de la Deep Tech et de cette aventure entrepreneuriale ou de la Deep Tech dans les grands groupes ou aussi les acteurs qui accompagnent justement tous les acteurs de la Deep Tech, j'ai le plaisir de recevoir donc Aline Serre, qui est donc la cofondatrice de Smart Catch, une spin-off de l'Université de Toulouse. Aline, je te laisse te présenter plus en détail. Merci Élodie. Une spin-off du CNRS d'ailleurs. Voilà, Smart Catch existe depuis 2016, donc on remplit effectivement les critères de ce que l'on appelle la Deep Tech. Donc en 2016, nous avons valorisé du coup des travaux de recherche qui se menaient au laboratoire d'architecture et d'analyse des systèmes, un laboratoire du CNRS basé à Toulouse. Innovation de rupture, une forte composante IP, du coup des relations avec la SAT, on en discutera tout à l'heure. Et ensuite, voilà, une localisation du coup à l'Oncopole, au centre Pierre Potier. Aujourd'hui, nous sommes 16 collaborateurs et nous développons donc des dispositifs médicaux qui intègrent des micro-nanotechnologies pour le diagnostic précoce des cancers et la personnalisation des soins. Ok. Et Aline aussi, tu as pris récemment des responsabilités dans, je dirais, à la French Tech pour des questions Deep Tech. Exactement. Donc très fière d'avoir rejoint le board récemment de la French Tech aux côtés de Karim ici présent ce soir. Donc on pourra aussi en dire quelques mots par la suite. Donc Karim, la transition est toute faite. Donc bonjour Karim, je suis président fondateur de la société Advise et d'une autre start-up qui s'appelle CareTech. Deep Tech, pourquoi Deep Tech? Parce que quand j'ai créé Advise, en fait, j'ai récupéré des brevets que j'avais déposés dans des sociétés comme Motorola, Continental, pour donc lancer l'activité d'Advise, donc une forte composante IP. Et au cours de la vie d'Advise, nous avons travaillé aussi avec la SATT pour récupérer des licences sur des brevets. Donc l'idée, c'était qu'on pouvait inventer, on pouvait déposer des brevets, mais on pouvait essayer aussi de récupérer un certain nombre de brevets qui existent déjà pour accélérer en fait les développements. Les brevets sont toujours importants dans les phases de valorisation, de levée de fonds, de protection. En Europe, aux États-Unis, pas partout dans le monde, mais quand même, ça sert. Donc je fais partie effectivement des fondateurs de la French Tech en 2019. Et puis on était 8 autour de la table. Ils ont dit, qui c'est qui fait du hardware? J'ai dit, moi, il n'y a que moi. En fait, tout le monde fait du numérique. Ils ont dit, bon, bah, tu t'occuperas de la deep tech. Donc ils ont lié, on va dire, la deep tech au fait qu'on faisait de la fabrication de boîtiers électroniques pour suivre donc, les véhicules sur les aéroports. Et c'est un peu l'image que je vois moi depuis 3-4 ans, c'est que quand on parle deep tech, souvent les gens pensent à brevets, hardware, pas forcément en fait que dans des domaines comme celui d'Aline, il y a beaucoup de brevets, etc. qu'on a la deep tech. Voilà, donc on essaie de travailler là-dessus, de faire venir l'INPI, de faire pitcher le CEA Tech, et SATT, et d'expliquer aux startups qui peuvent innover, inventer, mais qui peuvent aussi réutiliser des brevets et les valoriser, parce que ce sont souvent des brevets qui sont oubliés au fin fond de placards de chercheurs et qui ne servent pas à grand-chose. Voilà. Très bien. Arnaud, vous avez... je te tutoie, mais c'était... vous, dans la société, c'est aussi une spin-off d'un laboratoire. Et du coup, raconte-nous un petit peu l'aventure et présente-toi. C'est une spin-off de l'ENSET Laplace, où Frédéric Messine, qui est notre directeur scientifique, a fait des recherches pendant une quinzaine d'années. Il est mathématicien et il était dans un laboratoire qui fait des machines tournantes, des moteurs et des génératrices. Et l'entreprise vient de ça. On vient du space, des satellites. C'est sur le premier sujet sur lequel on a planché. Et c'est le premier brevet qui a été négocié d'ailleurs avec Toulouse Tech Transfer, qui a donné naissance
à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On a développé une méthodologie mathématique et algorithmique qui nous permet de concevoir des moteurs électriques beaucoup plus économes en matières premières pour les fabriquer, beaucoup plus performants en termes de couple et surtout tout un tas d'autres éléments de la spécification, et plus économes en énergie pour les faire tourner. Et comme on est issu d'une approche mathématique, et pas du tout dans la démarche d'ingénieur classique, on va identifier des topologies de moteurs qui existent dans la nature, bien évidemment, mais qui ne viennent pas à l'idée des ingénieurs, parce que leur façon de travailler ne va pas chercher dans ces ressources potentielles qui existent dans la nature. Donc c'est vraiment ce qu'on fait, et ça donne lieu aussi à de l'IP, qui est un des points clés, mais si ça ne fait pas tout, il ne faut pas se dire, parce qu'on a un brevet, on est en béton armé, tout va bien se passer, mais la composante IP est extrêmement majeure dans ce qu'on fait. Elle est intégrée, nous, dans notre processus de développement depuis le premier jour où on attrape ne serait-ce qu'une architecture d'un nouveau moteur. Là, on est basé à Toulouse, dans les mêmes locaux, place Saint-Aubin que la mêlée numérique, et on est une start-up de l'ENSET, donc hébergé par Enstart, le dispositif de l'ENSET. Très bien. Alors là, on a vu pas mal de spin-offs de l'université, mais la Deep Tech, ce n'est pas que dans les startups. On a aussi les grands groupes qui sont des acteurs de cette innovation Deep Tech. Vincent, je te laisse te présenter. Donc, alors moi, je suis architecte d'entreprise et vieux dans l'entreprise. C'est du très long terme. Mon rôle est plutôt d'accueillir les idées, l'innovation dans le monde digital, et mon rôle souvent c'est de parler d'intégration, de pousser les gens à prendre le temps de préparer les idées avant d'aller bille en tête pour développer des technologies qui sont souvent vendues magiques. Le digital souvent va rapidement résoudre les problèmes. Donc moi mon rôle souvent c'est de prendre le temps, de regarder la réalité de l'environnement et de la problématique de l'intégration en opération. Et ensuite, au côté Occitanie, je travaille dans un groupe occitan sur le calcul quantique. Donc c'est intéressant parce que là, on va toucher à la très haute technologie, à la recherche, très long terme. Et nous, industriels, on s'intègre dans ce mouvement parce que c'est important de participer à la formation des étudiants pour qu'on ait un pôle d'experts. Et l'Occitanie a des grandes universités à ce niveau-là. Donc on est disponible dans 5, 7 ans, 10 ans, quand les technologies seront matures, avoir des experts. Et ensuite aussi au niveau des technologies, pour qu'on prenne en compte au plus tôt les enjeux opérationnels, quand on développe des technologies, et pour pas qu'on découvre certaines problématiques juste avant de le monter dans l'avion. Voilà. Ouais, c'est plutôt rassurant qu'on essaye de voir les problématiques de l'avion avant qu'on y monte. Et donc pour finir le tour de table et de présentation, donc Jérôme, ex-collègue d'UNSAT. Donc toi en fait tu es le maillon un petit peu et peut-être un des premiers acteurs que des startups deep tech ou des entreprises qui intègrent des brevets issus des laboratoires, parce que tous les brevets des laboratoires ne restent pas sur une étagère à prendre la poussière. Toi tu participes justement à créer du lien et à ce transfert de technologie en fait de deep tech dans des entreprises ou d'accompagner la création des startups deep tech. Oui, exactement. Donc, je suis Jérôme Lelasseux. Moi, je dirige le pôle application numérique et IA au sein de la... Alors, je dis SAT, moi, je ne dis pas SATT, parce que je le dis tellement souvent. Alors, peut-être 2 mots sur qui on est. On est une société privée, mais en fait, dont l'actionnariat est 100% public. C'est l'Université fédérale, le CNRS, BPI, la région et Toulouse Métropole. Et notre mission, c'est vraiment d'essayer de prendre des inventions qui sortent des laboratoires et d'en faire bénéficier les entreprises, en particulier les PME, les ETI locales. Et puis de plus en plus, comme tu l'as dit, de faire émerger des startups. Alors deep tech, parce qu'effectivement deep tech, souvent on imagine une invention un peu de rupture, ce qui vient très souvent de la recherche, donc c'est le cas. Alors il faut savoir, il n'y a pas que des inventions de rupture qui sortent des laboratoires. Donc quelquefois on a des projets qui sortent des labos, on ne va pas les appeler deep tech, mais ça peut quand même très bien marcher. Et puis une deuxième remarque, parce que tout le monde parle beaucoup de brevets. Alors moi, je travaille beaucoup avec des applications numériques, donc on a bien sûr aussi des brevets, mais on a aussi des projets dans lesquels, avec du logiciel, on peut faire des choses très intéressantes, et il y a des startups qui partent sans nécessairement des brevets, et pour peu qu'on ait des logiciels assez pointus, ce qui arrive, on va dire, assez régulièrement quand ça sort des labos, il y a vraiment des choses à faire aussi.
Arnaud, tu peux rebondir. Vous avez des brevets, mais vous avez aussi finalement c'est une base technologique vraiment basée aussi sur un logiciel qui a un avantage concurrentiel fort que vous ne mettez pas à disposition de vos clients, mais c'est quand même bien numérique à la base. Alors la partie IP, elle est indispensable pour quelque part, si je suis vulgaire, avoir quelque chose à vendre. Néanmoins, la partie logicielle, la façon dont on fonctionne, de par notre business model, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, je pense, en faute de temps, mais une des caractéristiques des deep tech, c'est que leur time to market et le temps entre l'innovation, la création et le retour sur investissement ou la rentrée d'argent venant de clients peut être longue. Donc on essaye de pallier cette problématique un peu structurelle des deep tech en ayant une commercialisation finalement assez rapide et un processus industriel de développement de logiciels et de parcours du client et d'encadrement de nos collaborateurs pour être très efficace et pouvoir avoir un time to market rapide. Alors, normalement, le time to market rapide, c'est pas une des définitions d'une deep tech. On est plutôt sur un time to market long, avec du coup beaucoup aussi de risques. Aline, toi, ton modèle de deep tech, c'est un time to market, vu que c'est une innovation quand même de rupture dans le domaine de la santé. Comment c'est des levées de fonds. Comment justement, d'une part, c'est un gros risque. Tu t'es lancé dans l'aventure et comment aujourd'hui la société vit et arrive à se développer? Donc effectivement, on développe des dispositifs médicaux, donc on n'est pas sur des time to market aussi longs que les biotech qui, elles, développent des molécules, des médicaments, etc. Donc on a des voies réglementaires un petit peu plus courtes, plutôt centrées sur la performance et la safety des dispositifs que l'on développe. Mais effectivement, je me suis aperçue au fur et à mesure des années que la deep tech a une connotation des fois un peu négative aux yeux des investisseurs et des venture capitalistes comme on les connaît aujourd'hui, parce qu'ils associent souvent effectivement le côté hardware, donc très technologique, très industriel. Ça va de pair les deux. Donc voilà, soit supply chain complexe, soit industrialisation avec des process un peu lourds. Et je pense que c'est important justement de démystifier tout ça et de montrer que la deep tech n'est pas que du hardware. Il y a voilà, aussi une dimension soft et au contraire, justement, il y a des parcours qui sont, voilà, je pense, tout à fait normaux, entre guillemets. Donc après, pour retranscrire un peu le parcours et le chemin qu'on a suivi, donc effectivement, il y a eu une phase académique de 7-8 ans de développement de nos côtés, côté CNRS. Moi, j'étais chercheur au CNRS du coup de 2012 à 2018. Et donc, on a été financé par l'ANR qui nous a permis effectivement de faire les preuves de concept, etc. Donc, il y a un niveau de maturité qui généralement s'opère avant de créer la start-up de manière à avoir quelque chose, au moins un POC suffisamment robuste pour ensuite se lancer justement dans la démarche d'entrepreneuriat. Donc, prise de risque, pas forcément, en fait. Voilà, on avait un POC qui était à maturité. C'était trop tôt pour le proposer à un industriel au risque qu'il ne sache pas quoi en faire, parce qu'il y a quand même un savoir-faire de fond et c'est important. En tout cas, pour notre projet, c'était important qu'il soit encore maturé sur des étapes d'intégration système un petit peu plus avancé. Donc voilà, on a fait le pari de créer la boîte et l'écosystème a été très favorable à ce moment-là et je trouve que c'est vraiment de superbes conditions pour justement pouvoir passer ces étapes early stage en fait, où on ne peut pas encore tout à fait faire appel au financement dilutif, donc les levées de fonds, mais où il existe beaucoup de dispositifs que l'on peut mobiliser très tôt et où il y a tout l'écosystème des incubateurs comme le vôtre, mais aussi je pense à Nubo, je pense à beaucoup d'incubateurs locaux, je pense à des dispositifs qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant justement, qui permettent de bridger entre voilà, la création et les levées de fonds. Donc je peux parler pendant des... Il faut pas hésiter à m'interrompre. Voilà, je laisse la parole si besoin. Mais donc, chercheur, et comment on franchit le pas
de la startup. Justement, le fait qu'il y ait un écosystème quand même qui soutient. Oui, c'est un petit peu de folie, mais il en faut pour créer une startup, je crois, de manière générale. Mais en fait, oui, on ne le réfléchit pas comme ça en fait. En tout cas, je parle pour moi. Vraiment, on est absorbé à 100% par ce projet dans lequel on croit tellement, et donc c'est une passion qui nous fait en fait suivre les étapes comme elles se présentent, et voilà, et de rencontrer justement cet écosystème, de discuter, d'échanger, d'être accompagné. Je pense à la French Tech. Voilà, qui mobilise énormément de dispositifs justement pour pouvoir trouver les réponses rapidement et ne pas le voir comme une prise de risque, mais plutôt voilà, un accompagnement. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement pour nous en fait. Pas de... Karim, aussi un peu de folie pour créer la start-up, ou c'était réfléchi et cadré? Alors, quand j'ai créé Advise, j'avais déjà 37-38, donc la folie... il n'y en a plus. Non, mais j'avais participé à notre start-up quand j'étais plus jeune, donc j'avais envie de franchir le pas et de réutiliser certains brevets que j'avais développés dans le cadre de Continental sur ma propre aventure. Après, pour revenir sur la Deep Tech, je suis assez d'accord que Deep Tech, souvent, d'ailleurs je pense que Vincent l'a dit, souvent c'est associé au temps. C'est ça le problème, parce que quand on pitch devant un fonds d'investissement, en fait, tous se bouchent le nez quand on dit « Ah, on fait du hardware en fait, on ne va pas pouvoir scaler rapidement. » C'est ça le... après, vous voyez, la salle n'est pas totalement pleine non plus. Si on parlait peut-être de numérique, etc., peut-être qu'elle serait pleine complètement, parce que les gens cherchent souvent des projets, en tout cas, beaucoup d'investisseurs cherchent des projets qu'on peut scaler rapidement. Souvent, quand on fait de la deep tech, malheureusement, il y a une phase 7-8 ans de recherche, de réflexion, de brevets, de mise au point, d'industrialisation, de production. Donc nous, il nous a fallu 6 ans pour amener le produit là où on est. On équipe aujourd'hui des véhicules sur des aéroports, il y a de la sécurité, de la cybersécurité. Je pense que quand tout le monde est dans son avion et qu'il y a un push qui pousse l'avion, on n'a pas envie que ça fasse n'importe quoi. Et donc ce n'est que maintenant, après 6 ans, qu'on commence à scaler, à vendre, à augmenter notre chiffre d'affaires. Donc il faut des fonds d'investissement patients, qui comprennent les historiques de brevets et qui voient la deep tech comme ça. Alors, c'est pas vrai pour toutes les deep tech. Hein. Je pense qu'en intelligence artificielle, etc., il doit y avoir beaucoup de deep tech où ça peut scaler rapidement. Mais la vision aujourd'hui qu'ont les gens de la deep tech, en tout cas ce que j'ai découvert dans la French Tech, c'est souvent ah oui, c'est du hardware, ah oui, c'est des brevets, ah oui, c'est long. Et on a essayé d'amener des gens avec nous, mais souvent, en fait, les gens disent non, non, je fais pas de la deep tech. Même s'ils font de la deep tech, ils se cachent, ou je sais pas. Je pense que c'est important d'essayer de le démocratiser, de l'expliquer. C'est pas uniquement les brevets, hein, je suis d'accord avec toi. Et il y a beaucoup d'algorithmies, des choses comme ça, mais la deep tech est souvent vue comme il faut beaucoup d'investissement, il faut de la production, et les investisseurs n'aiment pas trop ça. En tout cas en France, hein, l'expérience qu'on a en France. Voilà. Et si tu devais résumer le parcours justement de tous les interlocuteurs de l'écosystème Deep Tech ou pas forcément, qui justement ont quand même participé à ton accompagnement et au fait que, bien qu'il ait fallu quasiment 6 ans pour avoir un produit qui soit intégrable et commercialisable, tu aies pu résister, parce que 6 ans, il faut payer des employés, il faut faire marcher la boîte. Donc, quel a été un petit peu ton parcours, en fait, justement dans... Alors, le parcours, quand j'ai créé, c'est pour ça que je disais, c'était pas un coup de folie, parce que quand j'ai créé, j'avais déjà été dans une start-up, donc j'avais pu avoir des stock options, et donc j'avais de l'argent pour démarrer. Là, je discute beaucoup avec des jeunes qui sont en train, quand je dis jeunes, ça veut dire c'est entre 20 et 30. Parce que dans la boîte, j'en ai 50, donc je suis le vieux de la boîte. Souvent, ils cherchent 50 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. En fait, il y a souvent des projets où il y a des gens qui font des bornes pour de rechargement, des choses comme ça, et on se dit, il a fallu à Advise aujourd'hui quasiment 6 millions d'euros de levées successives pour arriver à vendre aujourd'hui chez Amazon et à United aux États-Unis. Donc le parcours, c'est BPI, clairement. Sans BPI, en fait, je pense qu'on ne serait pas là. C'est certains fonds d'investissement qui sont là et qui peuvent comprendre le hardware et qui peuvent vous suivre. Ce n'est pas le cas de 99%, je pense, des fonds d'investissement. C'est s'entourer en fait de gens qui mettent de l'argent mais qui sont des industriels. Moi, c'était mon cas dès le début. BPI, je pense que BPI était vraiment un acteur très important, et après trouver des gens comme la SATT ou la SAT. Et après, il y a d'autres dispositifs, encore une fois, comme le CEATech, qui propose beaucoup de technologies.
Mais là, il faut avoir l'argent dès le début pour payer, parce que le système des SAT est basé sur, si vous réussissez, vous payez des royalties, ce qui est plus facile pour une start-up. Mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, dans mon parcours, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, qui sont un peu sur le côté industriel, c'est faites-vous reconnaître par BPI, faites-vous accompagner par BPI, par les avances remboursables, etc. Parce que c'est un moyen, en fait, de tenir le coup pendant un certain nombre d'années. Je trouve que ça peut faire levier avec d'autres financements, que ce soit les banques, la région aussi. Il y a tout finalement un mécanisme de financement qu'on apprend à connaître et qu'il faut connaître quand on se lance quand même dans l'aventure de la création de start-up. Mais bon, je le dis, je ne sais pas si quelqu'un entendra, je le dis, qui veut l'entendre, ce n'est pas très politiquement correct. Je suis tunisien d'origine. Quand j'ai travaillé à Continental ou à Motorola, il fallait mettre des usines en place dans des pays comme le Mexique, la Tunisie, la Chine. Aujourd'hui, on est à Colomiers, 40, on a une zone de fabrication. On est aidé pour la R&D, beaucoup. On est aidé pour les brevets, beaucoup. Et quand on arrive à la production, je le dis, je le redis, il n'y a personne. Personne. Donc on a financé nos lignes de fabrication. J'ai 5-6 opérateurs. Je pourrais en avoir le double, mais il n'y a pas d'argent pour ça. Donc c'est pour ça que la deep tech, à mon avis, à un moment donné, rentre dans un mur. Parce qu'on arrive au moment où il faut faire de la production. Là, on a des commandes, en fait, et on n'arrive pas à se les faire financer. Même BPI ne sait pas faire. Donc j'ai milité, j'ai même écrit à beaucoup de gens, sans réponse, en disant qu'il faudrait faire un BPI pour la production. C'est-à-dire que c'est BPI, ou le BPI pour l'innovation, c'est BPI pour la production. Des gens qui comprennent ce que ça veut dire qu'acheter un bras robotisé, une machine. Et en France, malgré tous les discours, malgré le Covid, il n'y a pas d'argent pour la production, c'est pas vrai. Donc un axe d'amélioration dans l'accompagnement et surtout la croissance des parce startups. que j'ai eu beaucoup d'argent pour développer mes brevets et mes produits. Une fois que j'industrialise et que j'ai une commande d'Amazon, je ne peux plus me faire financer. Je vais voir les banques qui me disent voir tes investisseurs. Donc c'est des investisseurs qui mettent de l'argent. Et il n'y a personne pour aider sur la partie production. Et je pense que si la production s'en va, je l'ai vu au sein de grosses entreprises, Motorola, qui était à Toulouse, 144 000 employés. Aujourd'hui, il n'y a plus que 6 000 employés. À Toulouse, en tout cas, c'est zéro. L'usine a été détruite avec des boules. Donc il n'y a plus rien. C'est maintenant autre chose. Donc voilà. Moi, je milite pour un BPI production pour que la deep tech, en fait, puisse se développer correctement en France. Le message est envoyé. Arnaud, toi, ton retour d'expérience justement sur ce parcours de financement de la start-up, tu disais, toi aujourd'hui tu vis aux États-Unis et que tu trouves qu'en France on est quand même plutôt privilégié. Alors peut-être dans les phases amont de création, peut-être après dans la production, il y a encore des choses à faire, mais il y a toujours des améliorations. Toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à ce parcours ? Alors nous, on n'est plus tout à fait à un early stage, mais on a vraiment bénéficié des dispositifs. On a eu une bourse French Tech, on a été incubé. On a été lauréat du Grand Prix iLab, donc on a eu la somme maximale allouée. Donc ça permet vraiment au niveau de l'amorçage de commencer à développer un produit. On vient de finaliser l'équivalent d'un premier MVP. Donc on a un produit viable sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut commencer à développer des outils clients. Donc des niveaux de financement qui sont élevés et sur lesquels on n'a absolument rien à envier aux USA. Un SBIR, un STTR aux États-Unis, phase 1, c'est maximum $250 000. Alors, ce n'est pas les mêmes phases, mais grosso modo, on est sur les mêmes enveloppes max. Il y en a plus, bien sûr, il y a plus de budget, le pays est beaucoup plus grand, mais on n'a vraiment rien à envier en termes de dispositifs d'amorçage et d'accompagnement. J'ai même envie de dire que nous, quand on a démarré, il y avait des choses qu'il fallait qu'on mature au contact du marché par rapport à l'idée initiale qui venait du monde du spatial, donc des thrusters. Et on est passé à des moteurs avec des champs tournants, des choses plus complexes et très différentes. Et ça nous a permis de maturer cet aspect-là et de développer un logiciel. Donc vraiment d'avancer de l'idée validée par un labo à un produit sur lequel on est capable de démontrer une valeur créée sur un produit fabricable à un client final. Et ça, c'est une chance incroyable. Je crois qu'on a un écosystème qui est extrêmement riche et qui accompagne bien. Après, sur les relais, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'aux États-Unis, où il y a vraiment beaucoup plus de fonds, même si 18, allez, je vais être plus optimiste, mais je ne suis pas loin de me rallier totalement à ce que tu dis. La plupart disent, oula, vous n'êtes pas une SaaS, vous ne faites pas du soft en SaaS, ça ne nous intéresse pas. J'en ai discuté avec quelques copains qui sont toujours d'ailleurs business angels, mais nous, on ne touchera pas, ce n'est pas dans le périmètre de ce qu'on fait, on fait que du SaaS, que du logiciel SaaS. Donc en France, vraiment, un écosystème d'amorçage et de démarrage qui est extrêmement solide, extrêmement utile,
et sur lesquels il y a différentes strates dont on peut bénéficier, vraiment rien à dire. J'ai connu ça il y a 20 ans, où j'ai osé au Anvar à l'époque, sur les premiers dossiers iLab quand j'étais consultant, rien à voir. Il y avait à peu près pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des dispositifs à tous les niveaux. Sur la prod, on s'est posé un peu la question, c'est pour ça qu'on a orienté notre modèle. Nos clients sont des fabricants de moteurs, pour l'instant, on ne fabrique rien, mais c'est effectivement un sujet sur lequel il y a des freins au démarrage qui sont encore pas évidents à balayer et à bypasser, mais j'espère qu'il y aura des pistes sur le sujet. On en entend beaucoup parler, est-ce qu'on va passer à l'action? On espère. Et donc, justement, pour entretenir une croissance et continuer, malgré des problématiques, est-ce que vous avez développé, Arnaud, tu en parlais, peut-être des business models qui sont aussi innovants que vos entreprises, en tous les cas sur la base, parce qu'effectivement, on a besoin de vendre avant 10 ans ou 15 ans de R&D, et que du coup, on est obligé de se poser des questions et de développer des business models qui ne sont pas forcément classiques ou courants et en dehors de l'abonnement, de la prestation, etc. Alors, à la base de la technologie, il y a effectivement un chercheur dont je parlais tout à l'heure et son dernier docteur en date, Younes Rtimi, qui ont amené la maturité du produit à un certain niveau. Et ensuite, il y a d'autres individus tels que Thomas, qui est Baudin, qui n'a pas pu être là, et moi-même qui avons un peu plus d'expérience et qui avons travaillé dans les domaines industriels. Et donc, quand on regarde ce qu'est une deep tech, est-ce qu'on est une deep tech si on considère qu'on va aller fabriquer des moteurs électriques dans notre usine, faire les bobinages, coller les aimants? Là, on colle à l'image que décrivait Karim, et du coup, on a des time to market qui sont longs, on a des temps de ROI qui sont très longs. Et donc, en fait, nous, comme la valeur, on la crée sur la conception de ces moteurs-là, on a essayé de shaper, comme on dit en français, de mettre au point, modéliser, d'avoir un business model qui nous permette d'accélérer ce time to market. Donc, en fait, on a développé un logiciel et une méthodologie qui nous permet très rapidement de savoir combien on va pouvoir gagner sur un moteur, qu'est-ce qu'on va pouvoir promettre comme contrat à l'industriel avec lequel on parle, pour, en fait, de sa vue industrielle, qui repose très souvent en termes d'investissement sur une analyse de risque et d'opportunité, baisser le niveau de risque parce qu'on va très loin dans la démonstration sur modèle numérique ou sur proto, que notre technologie est capable d'amener des gains de 20-30% sur un moteur. Je prends un exemple typique de ce genre-là, et vraiment d'avoir une promesse de création de valeur qui est forte. Et on a un modèle de revenu qui est basé sur des études amont pour démontrer les niveaux de progrès qu'on peut faire sur l'aspect et sur la consommation de matière. Et puis après, on a un modèle qui est plus basé sur un partage de la valeur qu'on va créer collectivement avec l'industriel en mettant ce produit sur le marché et en ayant un avantage concurrentiel énorme. Si on gagne 20% de coût de bill of material, avec les cascades, on est à 70% de marge en plus. C'est des leviers, c'est des leverage extrêmement importants. Donc on a basé notre business model plutôt sur cette approche-là. Ok. Et sur le business model, vous êtes pareil, plus sur de la création de valeur, enfin, partage de la valeur, ou c'est des business models qui sont, je dirais, plus de vente de produits ou de licences? Parce que autant on peut acquérir une licence, par exemple, de la SAT pour intégrer la techno, mais il y a aussi un modèle économique pour les startups de concéder des licences pour exploiter leur propre techno. Donc, du coup, Aline, Karim? Je pense qu'il n'y a pas de généralité ou de généralisation à faire. Chaque modèle est différent au sein des deep tech, mais globalement, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui une conjoncture économique et une impulsion nouvelle qui fait que forcément, on structure nos entreprises différemment que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Aujourd'hui, on est confronté à devoir quand même réfléchir à des circuits courts, à remettre en cause la sous-traitance à l'étranger, à beaucoup plus réfléchir à une souveraineté de la production, une maîtrise du savoir-faire, garder justement cette IP en France. Pour moi, c'est important, surtout issu du CNRS. Donc voilà, ça nous oblige en fait à reconcevoir ou à repenser les choses différemment. Donc on est beaucoup plus sensible, en particulier
pour ce qui me concerne, toute la partie impact et avoir transmettre des valeurs sociétales fortes, l'ancrage à l'Oncopole de Toulouse, cet ancrage territorial. Et voilà, et je trouve que justement dans ces phases d'amorçage, on nous a donné tellement qu'il faut pouvoir aussi le restituer à notre tour. Donc voilà, je suis quand même optimiste sur le fait que les choses évoluent et que ces choses-là vont justement permettre d'ajuster les dispositifs et de coller à ce nouvel ADN naissant des entreprises aujourd'hui. Sur le business model, je dirais SaaS. Très bien. Moi, je faisais du hardware. Et puis, à force de pitcher, comme dit, tu fais du SaaS, non, bon, dégage. Donc, on a fini par faire du SaaS. Donc, on vend du hardware, ça s'installe sur les véhicules, les aéroports, on remonte toutes les données. Le client a une plateforme, il peut arrêter le véhicule, le ralentir, il peut savoir s'il l'utilise correctement. Donc, en fait, le hardware, maintenant, on le vend au coût où on le fabrique, comme une box qu'on met chez vous Internet, et on vend tout le service, c'est le SaaS. Donc, quand un fonds vient, il dit, vous faites du SaaS ? Oui. Et donc, j'ai le droit de continuer à pitcher. Et puis, voilà. Et puis, il faut que vous sachiez que quand même, le hardware, en fait, est valorisé entre 1 et 2 fois sa valeur. Donc, si, je sais pas, vous faites 10 millions d'euros de hardware, vous serez valorisé entre 10 et 20. Et si vous faites 10 millions de SaaS, vous serez valorisé entre 60 et 100 millions. Donc, le business model, à moins d'être... il faut faire du SaaS, du service. C'est ce qu'il y a en ce moment. C'est ce que tous les fonds d'investissement, en fait, écoutent. Si on signe des contrats sur 3 ans, 5 ans, c'est encore mieux. Et donc, il faut arriver à transformer ce hardware. Alors, effectivement, j'ai vu des sociétés qui maintenant en fait, font la conception de robots, de choses comme ça, et puis ils vendent ça à des sous-traitants qui, eux, fabriquent. Donc, du coup, ce sont des sociétés qui ne vendent que des licences et qui ne font plus de fabrication. Et je trouve que c'est dommage parce que, du coup, les fabrications, elles partent ailleurs. Voilà. Et moi, mon expérience, c'est que quand elles partent ailleurs, la R&D part aussi ailleurs et tout le reste part ailleurs. Donc, mais donc une adaptation pour répondre finalement aux attentes aussi. Quand j'étais incubé à Nubo, en fait, je ne savais même pas ce que c'était que le SaaS. Et en fait, je me souviens, David Duvaux de Nubo m'a dit, si tu ne fais pas du SaaS, tu vas mourir. Et il avait raison. Et on s'est mis à faire du SaaS et ça nous a sauvés. Important d'apprendre vite. Message, ok. Nous, on est dans une phase plutôt de revalorisation du hardware et de l'environnement complet, c'est clé. Les transformations digitales qui devaient révolutionner, on a vu leurs limites et comme quoi ça ne résout pas tout. Les applications qu'on installe, elles résolvent le problème pendant 1-2 jours et après, elles occupent juste de la place sur les téléphones. Donc c'est important de revenir là-dessus, sur une vision non plus que le logiciel, que le SaaS, mais globalement l'écosystème, à quoi ça s'intègre. Et là où je vous rejoins aussi, je te rejoins, c'est l'importance maintenant de remettre en place l'entreprise, l'opération, la production. On ne fait pas que des MVP, on ne fait pas que des prototypes. Et l'innovation, c'est pas que cette phase euphorisante, passionnante en fait, de faire des protos, mais il faut pouvoir prendre le temps, c'est là où ça devient de plus en plus clé, prendre le temps de se projeter jusqu'à cet environnement opérationnel. J'ai été surpris l'autre jour, je faisais une intervention dans une université et les élèves ne savaient pas ce que c'était l'opération, la production. Alors que, non, on ne fait pas que des logiciels, on fait pas, non, il y a de la production. Et de plus en plus, on a perdu, on a préféré aller vite vers le logiciel. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus et l'Occitanie est un bon exemple. On a des experts, bon je vais reparler du quantique, mais on a des experts hardware, des experts sur l'optique, sur le quantique. Et c'est très important. Et nous, industriels, c'est important aussi qu'on ait notre place et qu'on puisse participer à tout ça. Jérôme, tu veux... Oui, peut-être une remarque sur le SaaS, effectivement, c'est le mot-clé qu'on a partout. Alors peut-être des éléments complémentaires. Nous, on a en ce moment, on a un gros projet issu de l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse, ANITI, donc en IA, pour créer une start-up.
faire du SaaS, bien sûr. Donc, bon, pourquoi le SaaS, hein? Parce que c'est vraiment, ça permet le passage à l'échelle. Potentiellement, on peut vendre au monde entier. Par contre, plusieurs choses qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'on a fait un portail web que ça va se vendre tout seul. Arriver à un produit où vraiment on est capable de vendre sans avoir besoin de faire du service, enfin d'être présent avec le client, parce que ça c'est le Graal, hein, comme un GitHub ou des choses comme ça, c'est quand même un gros travail. Donc, et ça demande des investissements. Enfin, on voit, alors, quand on part d'inventions qui sortent des laboratoires, on voit parfois des porteurs de projets, de start-up qui se disent, alors qu'ils ne sont pas du tout informaticiens, mais qui ont une bonne idée, qui ont peut-être une techno, ils se disent je vais faire un logiciel. Arriver à faire un logiciel SaaS qui répond vraiment aux besoins, et puis c'est de la production, hein, avec faut savoir produire derrière, c'est-à-dire qu'on a des serveurs, il faut que ça marche tout le temps, il ne faut pas que ça tombe en panne, etc. La production informatique, ça coûte de l'argent. Alors, bien sûr, le temps, le développement, surtout avec les ressources qui sont très difficiles à trouver en ce moment. Donc mon message, c'est que même quand on veut faire du SaaS, en tout cas, il ne faut pas croire que ça veut dire bon, ça ne va pas me coûter, avec 100 000 euros, je vais développer ça, et puis c'est bon. Alors c'est certes plus facile quand même que si on doit monter des grosses lignes de production, mais ce n'est pas du tout cuit, hein. Donc, typiquement, c'est ce qu'on essaye de faire sur les programmes de maturation qu'on fait, quand on investit sur, typiquement là en IA, sur un projet de création. On essaye de, alors très modestement, parce qu'on est très amont, on intervient nous avant la création d'entreprise, mais de faire en sorte qu'il y ait quelques briques élémentaires qui permettront de développer un modèle SaaS, d'ailleurs pour lesquels les porteurs vont devoir lever des fonds, etc. Parce que si on veut vraiment viser gros, viser le passage à l'échelle, faut mettre des sous, y compris en logiciel. Oui, vas-y, Aline. Vas-y. Je voulais juste quand même attirer l'attention sur l'effet de mode aussi. Et il y a souvent des cycles. Et donc, voilà, on a la période IA, SaaS, digital, etc. Mais j'ai aussi le son de cloche des investisseurs qui se retrouvent avec 1000 dossiers, avec les mêmes mots-clés, et des fois des boîtes qui mettent juste des mots-clés histoire de passer. Et en fait, c'est contre-productif. Enfin, du coup, ça devient voilà, une concurrence folle. Et du coup, c'est pas ça qui permet de mieux financer l'entreprise quelquefois. Donc, moi aussi, je vois un retour au hardware. Voilà, il faut des fois surfer dans ces espèces de vagues et des effets de mode, mais je pense que ça a toujours existé. Donc, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Pour revenir sur le sujet de la deep tech, et du coup, chez Airbus, l'innovation deep tech, donc elle passe par vous, elle est interne. Vous avez des sujets de prédilection, hein, que ce soit l'IA et le HPC. Donc du coup, est-ce que Vincent, tu peux nous en parler un petit peu plus, votre stratégie de développement justement de cette innovation, tu me disais que vous aviez ces stratégies-là, mais que vous manquiez du coup de profil, et que tu t'intègres dans un écosystème plus global pour générer des profils qui vont répondre à vos besoins d'innovation. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Donc, nous sommes passés aussi par ces mouvements de software. Voilà. Avant, on installait nos machines, et puis au fur et à mesure, on a fait des partenariats, on a sous-traité des pans entiers. On a été un peu précurseur sur tout ce monde digital qui isole vraiment, où on n'a que la partie interface, on oublie ce qu'il y a derrière. Et puis au fur et à mesure, on a découvert qu'il fallait qu'on reprenne le contrôle, cette maîtrise. Donc très tôt, on a monté des niveaux de service, mais à des niveaux très très élevés de contraintes, donc qui nécessitaient d'aller connaître justement jusqu'à la technologie, au processeur. On est allé très loin, ce qui a fait que maintenant, sur le marché du calcul, du scientifique, on est très pertinent. On a fait des machines opérationnelles, des machines qui font des calculs, des ordinateurs. On a en 2011 ou 2012, c'était l'ordinateur le plus puissant au niveau industriel au monde. Voilà, pour certifier l'avion, pour faire de la CFD. Et donc cette expérience-là, au fur et à mesure, nous montrait aussi qu'on allait manquer d'expertise. Parce que justement, il allait y avoir une énorme disparité des profils, et qu'on allait avoir alors je dis des fois une vision superficielle du système d'information, mais c'est la réalité.
Et donc c'est pour ça que depuis un moment aussi, on s'intègre aux écosystèmes de recherche et d'éducation. Donc moi, je travaille au niveau européen dans un groupe de scientifiques pour dire, oui, il faut avancer, il faut maintenant avoir des connaissances fondamentales scientifiques qu'on a un peu négligées. Et nous, industriels, on doit intervenir justement pour qu'on ne soit pas que sur des formations théoriques ou que sur du développement, savoir coder en 30 lignes, comme c'est en train de se développer, mais plutôt essayer d'avoir une meilleure compréhension globale. Et surtout, un terme qui est de plus en plus fort, c'est la multifonctionnalité. C'est être capable d'avoir non seulement des connaissances générales, mais de savoir s'associer avec d'autres, faire des groupes de travail pour avoir une expertise, j'allais dire, collective. Voilà. L'enjeu, il est là. Il n'est plus à avoir des experts de développement Python. Il faut avoir une multi-expertise. C'est ce qu'on a vu avec l'IA aussi. En fait, souvent, je dis, on a un enjeu là qui est plutôt chez les RH, d'arriver à faire travailler dans un même environnement des chercheurs, des mathématiciens, des informaticiens. L'enjeu, il est là. Et donc nous, depuis quelques années, on avance là-dessus pour que ce travail en communauté soit pertinent. Donc d'un côté avec les instituts de recherche, parce qu'on ne peut pas faire les recherches des fois nous-mêmes, même si en interne on a des grands groupes de recherche, mais c'est sur ces notions de partenariat et d'investissement. Et sur le quantique, c'est ce qu'on fait. Donc on est allé investir donc, dans de la technologie quantique, dans des sociétés comme IonQ, des sociétés de services, mais au moins d'avoir une couverture globale, pour au moins connaître le marché, et quand ensuite on doit faire des choix pertinents par rapport à des stratégies d'entreprise, parce qu'on connaît mieux le marché, alors ça peut permettre d'avancer. Donc il y a une démarche aussi open innovation finalement assez forte des grands groupes pour vraiment être le plus performant et finalement intégrer par la suite les technologies qui vont être les plus optimum en fait pour la croissance de l'entreprise. Ouais. Alors l'open innovation, tout ce qui est monde open source et tout ça, ça devient de plus en plus clé. On a eu à une certaine époque, une grande époque, assez de fonds, assez de capacités pour développer tout nous-mêmes. Et ça, c'est propre à toutes les sociétés. Au fur et à mesure, on ne peut plus le faire. Ça demande des engagements énormes. Et ce qui est intéressant, et dans l'innovation, ça devient clé, c'est ce monde de l'open source, dire on a des idées qui peuvent être disruptives. Je fais attention à ce mot souvent. Mais d'abord, peut-être utilisons ce qui existe pour déjà avancer, voir les limites du modèle. Et quand on connaît bien les limites, alors on peut se permettre d'être disruptif. Souvent, c'est un peu ce qui me dérange dans ces notions de deep tech. On pousse beaucoup à être disruptif, à être out of the box. Et je trouve que c'est un des dangers maintenant. C'est qu'on pousse les gens justement à aller trop loin. Et après, on se satellise et on manque de recul. Donc, en fait, c'est tout l'effort que je fais dans mon lab, et je suis un emmerdeur, pour justement, on ralentit, on regarde ce qui existe, on comprend mieux sa problématique, et après, on va un peu plus loin. Ce qui amène souvent à faire des partenariats et des collaborations. Ça, c'est la clé aussi, prendre ce temps de voir. On est rarement les seuls à avoir rencontré un problème technologique. La clé, des fois, c'est de faire cette alliance interne ou externe. C'est important. Jérôme, toi, avec la SAT, justement, vous vous placez comme ce maillon pour faciliter les partenariats entre le monde de la recherche, les entreprises, ou en tous les cas même la création d'entreprises via le monde de la recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus justement les processus ce que Aline disait, c'est que oui, on arrive plus mature, mais en fait derrière on a 7-8 ans de R&D dans un laboratoire, donc voilà, qu'on n'a pas eu à faire dans le cadre de la création d'entreprise. Donc effectivement, c'est aussi un investissement qui est déjà fait par la recherche publique finalement pour la création de valeur dans le cadre d'une entreprise. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce process très en amont et ensuite justement avec le transfert de technologie? Oui, si j'illustre avec l'exemple qu'on a en cours avec Anity, donc effectivement, on aborde la recherche, beaucoup d'années de recherche, d'expertise. Donc là, c'est difficile de quantifier, mais on commence un jour à avoir des résultats tangibles. Donc,
Là, en l'occurrence, c'est des algorithmes qui permettent d'apporter de l'explicabilité sur des algorithmes d'IA qui sont souvent en boîte noire, vous savez. Donc ça pose des problèmes par rapport aux réglementations. Quand vous faites si vous êtes une banque et vous faites par exemple, vous refusez un prêt bancaire pour certaines raisons, souvent il y a des algorithmes IA derrière, et donc les réglementations européennes demandent à ce que vous soyez en mesure de justifier pourquoi vous avez dit non. Si vous avez des systèmes à base de réseaux de neurones, etc., en fait, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il faut aussi expliquer ce qu'il faudrait modifier à la demande pour qu'elle soit acceptée. C'est pareil, on ne sait pas le faire. Donc, en gros, l'invention des chercheurs permet de faire des avancées sur l'explicabilité de certains algorithmes IA. Donc ça, c'est intéressant. Effectivement, je pense, le chercheur, il a la cinquantaine, donc c'est vraiment beaucoup de travaux, mais on arrive avec un objet vraiment concret. Donc, la première étape, souvent, effectivement, c'est la protection. En l'occurrence, alors c'est du purement logiciel, mais on a pu faire un brevet. Il y en aura peut-être un autre. Alors, ça, c'est un message. C'est pas parce que c'est que du logiciel que c'est obligatoirement pas brevetable. Il y a des spécialistes pays dans la salle donc, qui pourront confirmer. Donc, on peut avoir des brevets aussi pour des logiciels. Donc, première étape. Et puis ensuite, on avait, puisqu'on parle de création de start-up deep tech, un cas qui arrive de plus en plus souvent. On avait des chercheurs qui étaient motivés aussi pour faire émerger une start-up. Alors, ce qui arrive assez souvent, c'est que on a envie de faire émerger une start-up, mais le fait que le chercheur ait envie de partir, aujourd'hui en tout cas, on en voit de plus en plus, mais ça reste quand même assez minoritaire. C'est pas tout le monde qui ose faire ça. Il faut ce grain de folie, effectivement. Donc là, on a un cas assez particulier parce qu'il se trouve qu'il y a un CEO qui est quelqu'un qui est expérimenté dans la gestion d'entreprise, qui est prêt à s'embarquer sur le projet. Mais donc, une autre activité que nous, on va faire, alors la protection, aussi trouver un CEO. C'est pas évident. On travaille beaucoup avec BPI et qui nous permet au niveau national de faire des recherches. En fait, on a pas mal de personnes, souvent la trentaine, quarantaine, qui ont travaillé dans des diverses entreprises et qui ont envie de se lancer, qui ont un petit peu d'argent, qui ont pas mal d'expérience. Donc ça, c'est très intéressant pour amener justement le profil business developer, puisque les chercheurs, ils n'ont pas toujours ce profil, c'est quand même très, très différent. Et puis, pour avancer dans le process, nous, on fait une évaluation des potentiels marchés. Alors, c'est du SaaS, pas mal, ça peut être scalable. On a une invention pour le coup là, qui est vraiment avec des publications scientifiques, alors qui n'a pas été encore faite parce que d'abord, il faut faire le brevet. Mais on sait que la publication, elle est quand même assez significative. Donc, on n'est peut-être pas dans la rupture, mais une invention intéressante. Donc, on se dit, il y a du potentiel. On va monter un projet de maturation. Donc, nous, la SAT, on va investir de l'argent. Les tickets, c'est entre 50 et 500 000 euros. Pour apporter des ressources concrètes, pour partir justement de l'algorithme du chercheur qui est fait sur MATLAB, qui marche sur certains cas, arriver à quelque chose justement qui est peut-être en C, optimisé, qui est prêt à être mis dans du SaaS plus tard, et puis validé avec des tests du terrain. Donc nous, on va aider, c'est un petit coup de pouce en gros. Alors, c'est pas négligeable, vous avez vu les montants, des fois ça peut être 300 000 euros, 500 000 euros. Donc on va financer la protection intellectuelle, on va financer l'ingénieur ou les ingénieurs qui vont bosser sur ça, jusqu'à la création de la start-up, qui est encore plein de chemin à faire. Ça a été illustré ici, quoi. Donc voilà typiquement comment on aide cette émergence d'entreprise. Alors là, ça vient vraiment 100% du monde de la recherche, mais on fait ça aussi. On a des porteurs de projets, quelquefois, qui ne sont pas des chercheurs, mais qui ont des idées ou qui ont un profil intéressant. Et on est toujours très ouvert à ça, parce qu'on a quelquefois des projets pour lesquels on cherche des futurs CEO, des futurs porteurs. Donc il ne faut pas hésiter à contacter la SAT quand vous êtes dans cette optique. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un premier concept de start-up et après aller intégrer de l'intelligence, de la deep tech par la suite, même si finalement, je dirais, le premier concept n'était pas hyper technologique. On peut, par le développement, et là on peut faire appel à la SAT pour aller éventuellement trouver soit des compétences dans les laboratoires qui vont pouvoir venir finalement renforcer le socle technologique de la start-up, ou éventuellement acquérir une licence de brevet, voire même de logiciel. Le Karim, c'est un peu aussi... ça a renforcé le socle IP de la boîte, parce qu'il y en avait déjà, mais c'est une possibilité en fait. Quand on a travaillé avec la SAT, on existait déjà depuis 4 ans, on avait nos brevets, et là en fait concrètement on a une branche de l'entreprise qui fait de la détection de chute pour personnes âgées,
Et au lieu de redévelopper tout, là, on faisait déjà de la détection de fugue, de la surveillance de personnes. On s'est tourné vers la SAT pour reprendre un brevet qui existait déjà, qu'on a fait maturer. On l'a passé du stade du bout de bois à un truc qui marche. J'exagère. Non, en fait, c'est vrai que c'est fait avec du MATLAB, avec des chercheurs. Donc, c'est pas. Et on a testé dans des maisons de retraite pour l'amener à un niveau de maturation. Actuellement, on a de nouveau un projet avec la SATT pour chercher sur, par exemple, de la reconnaissance d'images. Donc, on a des choses en interne, mais on essaie de voir s'il y a des brevets qui existent déjà, parce que c'est accélérateur. Et encore une fois, en fait, l'IP, par exemple, sur la détection de chute, nous a permis de repousser certains concurrents en France qui ont voulu rentrer, qui ont voulu faire peur à notre client Atoll et qui, en fait, en voyant que c'était un brevet qui était bon fait par nous, mais aussi par le CNRS, ça a évité en fait qu'ils viennent dessus. Donc oui, on a commencé sans la SAT, et puis là, quand on a une idée, en fait, on se dit pourquoi pas aller chercher quelque chose qui existe déjà. C'est vrai que l'IP, pour les deep tech, pour les entreprises en général, mais quand même pour les deep tech, c'est quand même pas un prérequis, mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une barrière à l'entrée qui est extrêmement forte finalement vis-à-vis des concurrents. Et après, généralement, les investisseurs quand même aiment avoir un bon portefeuille IP qui soit cohérent. Vous, c'est pareil, hein, avec la SAT, il y a eu un transfert de technologie, mais on en parlait, Arnaud, c'est qu'en fait, quand on est une startup deep tech, enfin une spin-off d'un labo, c'est que finalement, on est à la fois l'inventeur et l'acheteur du brevet. Donc, comment on gère un petit peu cette situation et est-ce que, a priori, ça s'est bien passé, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Oui, c'est une situation un peu étrange. Mais voilà, la SAT a l'habitude de gérer ce genre de situation. Donc, voilà, il y a des considérations vraiment très revenus, projection marché. Donc, c'est vraiment très terre à terre. Donc, finalement, on n'a pas cette casquette-là au moment où on discute de ce sujet-là. Après, petite parenthèse aussi, l'IP est très importante, mais il faut quand même bien l'identifier, bien la choisir, parce que c'est quand même un coût important pour la société aussi, hein, le maintien de ces brevets. C'est de l'ordre de 150 000 euros en fonction de la couverture internationale et du niveau de couverture qu'on va choisir. Donc voilà, ce n'est pas sans impact au niveau trésor. Quand on intègre de l'IP, il faut aussi être en mesure et de la gérer et d'avoir une vraie stratégie qui va avoir un vrai intérêt pour l'entreprise. Oui. Un brevet pour un brevet, globalement. C'est ça. C'est pas juste la course, avoir une grappe gigantesque. Ça, il faut quand même faire. Ouais, c'est plus une structure de coût si on n'a pas une vraie stratégie, derrière. Juste, il faut rappeler qu'en France, quand même, les choses, je crois que c'est en Europe, les choses ont changé parce que les brevets maintenant sont pas chers au début. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, ils augmentent. Avant, c'était un prix qui était assez gros pour les startups. Aujourd'hui, en fait, on peut déposer. Avant, ça s'appelait une enveloppe solo. Aujourd'hui, on peut développer une demande temporaire pendant 1 an pour 20 euros, je crois. Et quand vous transformez votre premier brevet, il y a l'INPI qui a des aides assez importantes. Et les premières années du brevet, maintenant, en fait, coûtent pas très cher. Donc, pour une startup qui se lance et qui veut tester, les premières années ne sont pas très chères. Après, ça devient de plus en plus cher, mais c'est normal. Soit vous laissez tomber le brevet parce que ça ne marche pas, soit ça a généré du business et donc vous êtes en mesure de payer les sommes dont parle Aline. Donc je pense que ça, c'est important parce que nous, au début, on déposait beaucoup d'enveloppes solo qui ne servaient pas à grand-chose. Maintenant, on dépose des brevets pour 20 euros. Dès que quelqu'un a une idée, et puis on regarde, on a 1 an pour décider si on le transforme ou pas. C'est ça. Et donc, c'est un dispositif, je pense, qui est important à connaître. Si on veut avoir une stratégie pays qui peut aussi soutenir un concept de deep tech pour une start-up. Alors, pour répondre à ta question, j'étais pas là pendant la négociation. J'ai juste eu des feedbacks. Je pense que ça a été une période compliquée. Aussi peut-être parce que la perception de où est créée la valeur, dans quel type de structure ils étaient, la session de PI, c'est peut-être des notions pas familières forcément pour des chercheurs. Néanmoins, on est arrivé à une négociation. Pour nous, j'ai envie de dire, le brevet, il a 3 branches. Une branche qui constitue évidemment une barrière à l'entrée quand on arrive à avoir des choses solides. Et comme on est dans une typologie de moteurs très innovante, c'est un brevet incontestable. C'est une barrière incontestable à l'entrée, le brevet. Deuxièmement, vis-à-vis de la relation avec nos clients, ça nous donne une connaissance antérieure qui nous permet d'avoir une négociation autour de la valeur qu'on amène, nous, via nos connaissances antérieures,
à nos clients. Et troisièmement, pour les VCs, on a une évidemment, puisque c'est un des assets de l'entreprise. Et si réellement on est sur des choses disruptives, bien déposées Oui. est un mot que j'emploie à dessein. C'est pas si simple, bien déposé. Voilà, on couvre ces trois aspects-là, et vu le coût, on a intérêt à couvrir un maximum, et avoir un maximum de levier avec les brevets, parce que c'est un coût de dépôt et de conseil, c'est un coût aussi de temps pour nos ingénieurs. Et comme le disait Karim, on a intégré dans notre processus de développement une logique de dépôt provisoire qui existe en droit français. C'est très utile, c'est super et ça coûte pas cher. Et on a 1 an pour déposer ensuite un réel brevet. Et puis ensuite, on a de la PCT qui nous permet de faire les extensions à l'international sous les 18 mois. Donc voilà, on a tout là aussi, un système d'enchevêtrement de possibilités qui est très riche aujourd'hui et qui n'est pas très coûteux à l'entrée. À la maintenance et sur le long terme. J'allais faire une petite aparté effectivement sur le brevet, c'est qu'il faut que ce soit bien rédigé, parce qu'un brevet mal rédigé, ça sert à rien, voire c'est même contre-productif pour l'entreprise. En fait, on s'antériorise, donc c'est fini. Et autre chose, c'est qu'après, il faut défendre aussi son brevet. C'est pas le tout de déposer un brevet pour déposer un brevet, c'est qu'après, si on n'a pas de défense du brevet, globalement, ça sert à rien. Donc vraiment, avoir une vraie stratégie pays. Et oui, c'est un asset fondamental, je pense, pour les deep tech dans tous les cas, mais il faut que ce soit vraiment bien fait pour que ce soit efficace en tous les cas. Ok. On arrive quasiment au terme de la table ronde. Est-ce que justement vous avez envie de rajouter des choses sur le sujet deep tech? Est-ce que pour des startups ou des start-upers qui seraient dans la salle, qui auraient envie ou de se lancer, ou qui ont déjà qui ont commencé leur aventure deep tech, des petits conseils, des tips pour les aider dans justement cette aventure, que ce soit par rapport à Airbus, est-ce qu'on peut venir vous proposer éventuellement ces projets, comment on peut interagir, parce que c'est important des fois de faire des POC avec des grands groupes, parce que ça permet aussi de se lancer, de vérifier des choses. De notre côté, on a eu et on a encore un incubateur et une structure d'accueil d'idées, qu'elles soient internes ou externes. Ça, c'est important aussi, de mélanger diverses manières de penser. Donc oui, c'est toujours d'actualité. Je vais dire, pour aller simple, aller sur le site Airbus, même s'il est compliqué. Et si vous y arrivez, c'est déjà bien, donc ça montrera en fait, aussi. Il sélectionne comme ça. Est-ce qu'on va arriver à trouver en fait, le bon onglet? Le mot moi, que je voulais dire, c'était bon courage déjà, parce qu'il faut du courage. On a une image souvent que c'est facile, puis le digital a été quand même une ouverture à la facilité. Justement, c'est pas facile, c'est long. Donc nous, on a un accès qui est compliqué, mais à la limite, c'est comme premier accès, parce que c'est compliqué, quoi qu'il en soit. Que ce soit, je pense, dans notre grosse vieille entreprise, comme certains disent, ou dans des petites entreprises, c'est compliqué. Et commencer à avoir les bons contacts, c'est assez compliqué. J'allais dire, on a la chance en région d'avoir pas mal d'écosystèmes d'accueil et de commencer à avoir ces partenariats. Donc nous, on a aussi une partie qui s'appelle Airbus Développement, qui fait justement cette ouverture avec le monde des idées, des micro-entreprises et des écosystèmes régionaux. On a des ventures, voilà. Et je trouve qu'une des chances de la région, de l'Occitanie, c'est ça. On a un écosystème qui commence à mûrir encore. Et il faut pousser ça. Voilà. Il y a des lieux, il y a des... Très bien. Après, je dirais, au niveau de la French Tech, donc que ce soit Aline ou moi, en fait, on peut être contacté. Si des personnes sont intéressées ou veulent travailler sur la Deep Tech, on est très intéressés. Le fait qu'Aline soit arrivée en été, moi, ça m'arrange parce que j'étais tout seul sur la Deep Tech. J'avais un sentiment de solitude absolue. Là, en fait, si des bonnes volontés, on en a parlé ensemble aussi, veulent un peu réfléchir un peu plus à la Deep Tech et essayer de matérialiser ça par un groupe de travail pour essayer de valoriser un peu plus et peut-être démystifier aussi ce que c'est que la Deep Tech, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, au bord de la French Tech, quand on parle de Deep Tech, on parle beaucoup de digital et très peu de Deep Tech, donc contactez-nous, Aline, Karim, c'est à la French Tech, sinon il y a les personnes de la French Tech qui sont là. Voilà. Très bien, le mot est passé. Arnaud, Jérôme? Je pense, vivant aux États-Unis, j'ai un regard critique. Je peux avoir un regard critique sur la France parfois. Et là, pour le coup, je pense qu'on a un écosystème extrêmement riche avec plein de bras, plein de possibilités, des fonds, des gens qui sont capables de nous aider, de structurer. Je pense que c'est une entreprise
certes, pas forcément facile, mais je pense que si c'était facile, ça serait beaucoup moins drôle. Il y a de quoi jouer, c'est clair. En revanche, il y a des structures sur lesquelles s'appuyer, il y a des financements, et c'est une aventure absolument incroyable. Très bien. Moi, un peu comme Karim, hein, si on cherche toujours des nouveaux projets et des nouveaux porteurs de projets, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions, parce que voilà, c'est notre métier aussi de répondre à ces questions et puis peut-être de trouver des choses à faire ensemble. Très bien. Je vous remercie tous pour vos interventions. Bon. La question était posée sur le dynamisme de la Deep Tech en Occitanie. Je pense que, a priori, on est plutôt sur la bonne voie, même s'il y a des axes d'amélioration sur la partie financement de la production. Le message, je pense, est bien passé. Mais en tous les cas, je pense qu'effectivement, on a toutes les cartes en main pour pouvoir soutenir la Deep Tech en Occitanie et vraiment participer à la réussite des startups avec effectivement beaucoup d'interactions avec les grands groupes, avec les structures d'accompagnement et d'innovation. Voilà, donc je vous remercie tous pour cette table ronde.